Et bonjour à tous, comme tous les dimanches à 18h, je vous sors les meilleurs moments qu'il y a pu avoir à l'Assemblée nationale cette semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Pour tous les autres, installez-vous confortablement. On est parti. Les prisons françaises sont à bout de souffle. La surpopulation carcérale dépasse 140%. Les agressions contre les surveillants explosent. Les trafics prospèrent. Et que proposez-vous? Expulser les détenus étrangers, c'est bien. C'est même très bien puisque c'est une mesure que le Rassemblement national porte avec la voix de Marine Le Pen depuis 14 ans. Que de temps perdu pour les Français. Une fois de plus, vous démontrez que nous avions fait les bons diagnostics et que nous apportons les bonnes solutions. Mais entre vos déclarations d'intention et vos actes, il y a un gouffre. Lors du PLF 2025, le budget de la justice a été augmenté de 400 millions d'euros. Très bien. Et depuis, que voit-on? Des soins du visage et des massages pour la Saint-Valentin, des pique-niques dans le château de Versailles. Aujourd'hui même, vos services envisagent d'organiser à Villers-Cotterêts, cité internationale de la langue française, des visites dans le château de Monsieur Emmanuel Macron, président de la République. Est-ce là votre autorité, Monsieur le ministre? Et est-ce ainsi que vous entendez rétablir l'ordre républicain? Pendant ce temps, nos surveillants pénitentiaires sont oubliés. En sous-effectif, travaillant souvent dans des conditions difficiles, d'insécurité et parfois même d'insalubrité, tant les centres pénitentiaires sont vieillissants. À ce titre, ayons une pensée pour Arnaud Garcia et Fabrice Muello, assassinés en mai dernier à Incarville par des narcotrafiquants. Monsieur le ministre, leur mort nous oblige à prendre des décisions à la hauteur de la mesure. Allez-vous cesser de vous préoccuper du petit confort des prisonniers pour enfin protéger nos agents pénitentiaires? Période d'expérimentation de l'accès encadré aux médicaments à base de cannabis lancée par Olivier Véran en 2021, le processus réglementaire devant aboutir à introduire cet accès dans le droit commun a été réactivé par votre ministère en notifiant le 19 mars dernier à la Commission européenne les textes réglementaires visant à permettre l'autorisation de ces médicaments par l'ANSM d'une part et l'autorisation de la culture contrôlée de cette plante dans une finalité de production pharmaceutique d'autre part. C'est une bonne nouvelle pour les patients déjà traités qui vont pouvoir bénéficier de leur traitement jusqu'au 31 mars 2026. En effet, la qualité de vie de nombreux patients qui souffrent de cancer, de sclérose en plaques, de douleurs neuropathiques a été améliorée grâce à la prise de ces médicaments. Le cannabis thérapeutique a permis de soulager leurs douleurs, d'apaiser leur anxiété, de retrouver le sommeil et l'appétit. Néanmoins, si la voie de l'introduction dans le droit commun est ouverte permettant à la France de rejoindre les 21 autres États de l'Union européenne qui autorisent le cannabis médical, les médecins ne sont pas autorisés à inclure de nouveaux patients. Or, le temps nécessaire pour finaliser le processus réglementaire risque d'être encore long. Malheureusement, Monsieur le Ministre, certains patients ne pourront pas attendre. Ils ont des cancers ou sont en situation palliative, engageant parfois leur pronostic vital. La France est engagée sur l'amélioration des soins palliatifs et sur une réflexion plus large sur la fin de vie. L'amélioration du soulagement de la première des souffrances, c'est-à-dire la douleur sévère et réfractaire, est cruciale pour mener à bien ces démarches médicales. Les médicaments à base de cannabis viennent élargir l'arsenal thérapeutique pour ces patients en situation palliative, voire en fin de vie. Monsieur le ministre, certains patients ne pourront pas attendre ce temps réglementaire et devraient pouvoir bénéficier dès maintenant de ces médicaments. Quelles mesures urgentes le ministère envisage-t-il pour garantir un accès immédiat au traitement à base de cannabis médical pour ces nouveaux patients, et ce, sans attendre la fin du processus réglementaire? Les orientations des politiques de l'emploi depuis 2017 s'orientent autour de 3 axes. La réforme de l'assurance chômage qui contraint les chômeurs à retrouver un emploi le plus vite possible et qui contraint les entreprises qui abuseraient des contrats courts. Deuxième axe, la multiplication de l'offre de formation dans l'espoir qu'elle suffise à garantir un accès durable au marché du travail. Et le troisième, la tentative de mettre dans le débat public le thème de l'allongement du temps de travail. Autant d'actions, de discours qui sont dépassés à l'aune de la réalité du marché de l'emploi. Le problème de l'emploi en France ne se limite pas à la simple question de la baisse du taux de chômage, il réside dans la qualité des emplois. Et le Conseil d'analyse économique, placé auprès du Premier ministre, le souligne. Si la France a le plus faible nombre d'heures travaillées par rapport à ses voisins européens, c'est avant tout en raison d'un taux d'emploi insuffisant. Alors que 9 embauches sur 10 se font en contrat court, l'enjeu est plutôt d'améliorer
améliorer le taux d'emploi des jeunes, des peu qualifiés, des femmes et des seniors. Et d'ailleurs, un secteur illustre particulièrement ces enjeux, celui de l'entretien propreté. Vous le savez, Madame la Ministre, les agents d'entretien, principalement des femmes, 72% dans mon territoire en Côte d'Or, sont soumises à des horaires fractionnés, souvent tôt le matin, tard le soir, laissant alors leurs enfants seuls. Des salariés pour qui les risques psychosociaux sont plus élevés, leurs compétences invisibilisées et des métiers qui peinent à recruter. Depuis 10 ans, à Dijon, nous nous sommes emparés de cet enjeu d'organisation du travail. Une dynamique a rassemblé la FEP, le phare propreté, Créatif, Dijon Métropole, les donneurs d'ordre publics, privés et des entreprises de propreté. Et ça marche, les pratiques évoluent et je le sais dans d'autres territoires. Et à l'Assemblée nationale aussi d'ailleurs. En 2022, le ministère du Travail a publié une circulaire encourageant le travail en journée en continu. Mais elle n'est pas totalement appliquée. Nous savons qu'une nouvelle circulaire est en cours, nous l'encourageons. Madame la Ministre, quand allez-vous déjà faire appliquer la circulaire de 2022 pour que les travailleurs de l'ombre deviennent rapidement et durablement des agents de lumière? Je vous remercie. Il y a quelques semaines, nous votions une loi d'orientation agricole que le Conseil constitutionnel a largement censurée. Comme beaucoup de nos collègues, je regrette ce recul. Je veux remercier Madame la Ministre de l'Agriculture pour sa volonté sincère. Mais ce que ressentent nos agriculteurs aujourd'hui, c'est un vif sentiment de trahison. Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous encore les regarder en face? Comment, alors que l'inscription à notre ordre du jour de la proposition de loi de bon sens de notre collègue sénateur Duplomb a encore été reportée? Comment, alors que vous persistez à refuser à nos agriculteurs le droit de lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers? Comment, alors que des administrations noyautées d'idéologie bloquent le traitement phytosanitaire pour lesquels il n'existe aucune alternative? Défendre notre souveraineté alimentaire exige pourtant que nos agriculteurs puissent travailler et produire. Vous allez laisser mourir nos éleveurs conventionnels alors que nous aurons du bœuf aux hormones d'élevage intensif sud-américains. Vous allez laisser les ravageurs dévaster nos vergers, mais nous aurons des noisettes turques, des cerises de Pologne et du pruneau du Chili, tous pleins de ces produits que vous refusez à nos producteurs. Vous allez laisser les tomates marocaines et le poulet ukrainien envahir les rayons des magasins alors que des prix qui pousseront à des agriculteurs à la ruine. Que mangeront nos enfants demain? Ce n'est pas un petit sujet. C'est une urgence vitale. Et pourtant, Monsieur le Premier ministre, malgré les beaux discours, les actes ne suffisent pas. Alors je vous le demande, combien de faillites d'exploitation, combien de suicides d'agriculteurs et demain, combien de pénuries faudra-t-il que vous preniez vos responsabilités? Assez de recul, assez de report, assez de prétextes. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre de l'Environnement, Monsieur le Ministre des Relations avec le Parlement, pourquoi retardez-vous l'inscription du texte du sénateur Duplomb, si essentiel pour nos agriculteurs et notre souveraineté alimentaire? Je vous remercie. Merci. Une nouvelle étude épidémiologique confirme la présence de 4 foyers de cancer pédiatrique dans mon département. Autrement dit, dans ces communes, les enfants développent plus de cancers que la moyenne constatée ailleurs. Je parle de Périgny, je parle de Saint-Rogatien, dont la surincidence de cancer pédiatrique est connue depuis 2018, soit 7 ans déjà. Nous pouvons désormais y ajouter Loumeau, Saint-Vivien, proche de La Rochelle, et une zone entre Saintes, Cozes et Sablonceau. Ces villages sont des territoires ruraux, entourés de champs où l'on cultive des céréales à grand renfort de pesticides. Et ces mêmes pesticides, on les retrouve dans les cheveux et dans les urines des enfants, comme le relève une campagne de recherche citoyenne conduite il y a 1 an. Donc en ruralité, les enfants souffrent et meurent du cancer. Des parents sont inquiets, des élus locaux alertent. Alors, Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous aux familles? Oserez-vous leur dire, au motif d'arguments économiques d'ailleurs de plus en plus discutables, que vous comptez réautoriser des produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens avec l'examen de la proposition de loi Duplomb? Quand déciderez-vous réellement de nous protéger en évaluant sérieusement l'effet cocktail et la toxicité chronique des pesticides? Mais surtout, les alternatives à l'agriculture intensive existent. Elles s'appellent agronomie, agroécologie, agriculture biologique, agroforesterie, lutte biologique. On sait faire, les rendements sont là, les résultats robustes. Fort de ces constats, allez-vous encore encourager longtemps l'agriculture passéiste,
ou faire primer la santé publique. Et parce que les alternatives crédibles sont solides, convoquer enfin le principe de précaution. L'enseignement de ce nouvel épisode effroyable, c'est que nos enfants nous accuseront et que plus jamais nous pourrons leur dire que nous ne savions pas. Avant-hier, au Royaume-Uni, un mouton a été testé positif à la grippe aviaire H5N1. Ce cas inédit intervient dans un contexte d'inquiétude croissante au niveau mondial concernant la propagation de ce virus et plus particulièrement de nouveaux variants capables de contaminer un nombre croissant d'espèces de mammifères, y compris les humains. Aux États-Unis, ce sont près d'1 millier de bovins qui sont touchés depuis 1 an, avec des cas également confirmés chez des porcs et des alpagas. En réponse, les ministres américains de la Santé et de l'Agriculture suggèrent, contre tous les avis scientifiques, de laisser circuler le virus entre les élevages avec un risque majeur de mutation synonyme de roulette russe pour la santé humaine. L'alerte internationale est donc sérieuse. Dans ce contexte, votre décision de baisser de 70 à 40% la participation de l'État dans la vaccination des canards suscite une incompréhension majeure et risque de s'avérer contre-productive. Car la stratégie vaccinale française mise en place par le gouvernement a prouvé son efficacité. Après des années de crise de grippe aviaire, la filière du canard gras, encore fragile, s'est relevée. Et en limitant la circulation du virus, c'est l'ensemble des filières animales qui bénéficient de cette protection. Madame la ministre, la prévention coûte moins cher que l'indemnisation. La recherche de petites économies ne peut servir de boussole face aux conséquences d'un risque d'affaiblissement de la barrière vaccinale dû à la démobilisation d'éleveurs qui vont voir impacter en moyenne leur marge brute de 15%. Or, 20% de baisse de la vaccination peut mettre en péril la stratégie globale en la rendant inefficace. Madame la ministre, que vaut une économie estimée à 27 millions d'euros face à des indemnisations qui ont coûté plus d'1 milliard à l'État rien que pour l'année 2022 ? Allez-vous prendre ce risque ? La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a été promulguée ce 24 mars. L'agriculture est désormais un intérêt fondamental de la nation. Je veux évidemment redire au nom du groupe Horizon et Indépendants notre soutien aux exploitants agricoles et à toutes les filières. Après de nombreux et riches débats, nous avions adopté un texte équilibré, attendu de longue date par la profession. Nous constatons que le texte promulgué ne répond plus complètement aux attentes. Si le Conseil constitutionnel a conservé les principes fondamentaux du texte, les sages ont censuré 14 articles et 3 partiellement. Il n'est pas question aujourd'hui de contester ces décisions, mais bien d'évoquer l'après. Avec mes collègues parlementaires vendéens, nous avons ce lundi rencontré des syndicats agricoles de notre département. Il ressort de nos discussions avec les exploitants un sentiment plus que mitigé, une forme de lassitude et de déception, une désillusion quant aux engagements pris au plus fort de la crise, de vives attentes qui deviennent de plus en plus de vives inquiétudes. À titre d'exemple, la disparition du principe de bonne foi du texte promulgué est mal perçue. Il aurait été applicable à tous et aurait permis de désamorcer des situations conflictuelles. Dans quelques semaines, nous examinerons au sein de notre Assemblée la proposition de loi sénatoriale visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Nous aurons à nouveau la possibilité d'amender et de travailler ce texte. Madame la ministre, quelles sont vos ambitions pour ce prochain texte attendu ? À l'heure où les travaux dans les champs reprennent, les agriculteurs ont besoin de visibilité. Quelles sont les orientations ? Le puits de carbone de la forêt amazonienne permet à la France de compenser ses émissions industrielles et de tenir ses engagements internationaux. Par sa forêt, la Guyane offre à la France le droit de polluer. Quelles conséquences pour la Guyane ? Mise sous cloche, enclavement, interdiction de valoriser la moindre ressource, y compris celle issue du bois et de la biodiversité. Appauvrissement inacceptable de la population. La Guyane est le pays de l'interdit, où sous couvert de protection de l'environnement, la France protège hypocritement en réalité son droit à polluer. L'Élysée a lancé un inventaire des ressources stratégiques avec un focus particulier sur la Guyane. Or, coltan, gaz, lithium, pétrole, kaolin, bauxite.
Non, ce n'est pas un fantasme. Pour qui est les Guyanais dans tout cela? Collègues, le plateau des Guyanes est en mutation profonde. Je vous invite tous à observer et à regarder ce qui s'y passe au Guyana, au Suriname, dans le nord-est du Brésil. La situation pour vous est inconfortable, je le conçois. C'est un grand écart difficile. D'un côté, de très hautes exigences nécessaires de transition énergétique. Mais d'un autre, des besoins toujours plus grands en énergie et maintenant en terres rares pour permettre cette transition énergétique. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les collègues députés, ce n'est pas tant une question que je pose aujourd'hui, c'est un avertissement. La Guyane est dotée de multiples ressources, mais sa population est condamnée par la France au sous-développement. Les Guyanais n'attendront pas, sagement, que vous décidiez pour eux. Madame la ministre, jeudi dernier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui a provoqué un choc légitime dans le monde agricole. En censurant près d'un tiers des articles de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, c'est un véritable démembrement de cette loi qui a été réalisé. Celle-ci n'était pas parfaite, bien sûr, mais au moins elle avait le mérite d'exister et d'aller dans le bon sens. Je pense notamment à l'article relatif à la non-régression de la souveraineté alimentaire, à la non-surtransposition des normes européennes, ou encore à celui concernant la dérogation à la loi ZAN. Autant de dispositions qui participaient pourtant à rendre à l'agriculture une place d'honneur dans notre pays, place qu'elle ne devrait jamais quitter. Il nous incombe de trouver une solution rapide pour répondre aux attentes légitimes de nos agriculteurs sur ces questions cruciales pour la survie de l'agriculture française. Cette censure intervient de plus dans un contexte extrêmement inquiétant pour nos exploitants. Report et flottement autour du calendrier de la proposition de loi Duplon, ou encore demande insistante du président de la République et de ses soutiens ici présents en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, qui serait une véritable catastrophe pour notre agriculture, et tout cela sans compter le Mercosur. Aussi, ma question est simple, Madame la Ministre. Comment entendez-vous combler le vide laissé par cette censure et dans quel calendrier surtout? Nos agriculteurs sont le cœur de notre souveraineté alimentaire et par conséquent de notre souveraineté tout court. C'est un enjeu crucial pour eux, mais aussi pour la France.